Il suffit de planter le décor pour ressentir un léger vertige. Un très gros vertige même. Ouais, carrément. Imaginez un peu, on est à Los Angeles, un 14 novembre 2025. Un ado de 16 ans sort du lycée. Et la première chose qu'il fait, évidemment, c'est de s'isoler. Exactement. Il a ses AirPods Pro vissés dans les oreilles depuis la sonnerie. Dans son sac à dos, il a un manuel de littérature qu'il ouvrira sans doute jamais. Parce que ses yeux sont déjà complètement happés par son écran. Voilà. Sur le trajet du retour qui dure à peine 20 minutes, il consomme frénétiquement 47 vidéos TikTok. 47 vidéos en 20 minutes, c'est dingue. C'est le rythme normal, quoi. Et une fois arrivé chez lui, la transition est sans couture. C'est la télévision murale de 77 pouces qui prend direct le relais. L'écran géant dans le salon. C'est ça. Entre deux clips ultra rythmés de genre 6 secondes, t'as des créateurs de contenu qui hurlent pour capter son regard. En fait, l'écran ne s'éteint jamais vraiment. Et au niveau du son, c'est tout aussi saturé, non? Absolument. Pour couvrir les bruits normaux d'une maison en fin de journée, tu sais, ces bruits un peu rassurants, il y a une enceinte connectée qui diffuse un bruit blanc de pluie battant. Pas pour l'apaiser, du coup. Non, juste pour saturer l'espace sonore. La nuit tombe, il s'endort, et sur la table de nuit, le téléphone continue de faire défiler des vidéos tout seul avec la lecture automatique. Le silence n'existe plus. Et ce qui donne des frissons dans cette description, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un scénario de science-fiction écrit le mois dernier. Non, pas du tout. C'est au détail près, en fait, la prédiction qui a été formulée par l'auteur Ray Bradbury en 1953 dans son roman culte Fahrenheit 451. En 1953, ouais. C'est fou. Dans ce texte qui a plus de 70 ans, la femme du protagoniste vit cloîtrée entre ses murs écrans et elle dort avec de minuscules écouteurs qui jouent de la musique en continu parce que le simple bruit de ses propres pensées la terrifie. C'est glaçant quand on y pense. Complètement, ce cauchemar dystopique des années 50, c'est juste devenu d'une banalité affligeante en 2026. Et c'est exactement le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. Les sources qu'on analyse proviennent d'un article extrêmement fouillé du média Block News. Issus de leur excellente série, ils ont prédit le futur. Tout à fait, c'est l'épisode 7 qui se penche spécifiquement sur Bradbury. Et notre objectif, c'est pas de faire une énième critique littéraire, on s'entend. Non, le but, c'est de comprendre les mécanismes derrière ça. Voilà, on veut décortiquer comment, genre un demi-siècle avant l'invention d'Internet, cet homme a compris que la véritable destruction de l'intellect humain ne viendrait pas d'un régime totalitaire qui brûle des livres. Elle viendrait d'une tyrannie beaucoup plus douce. Celle du divertissement perpétuel, ouais. Et l'article rassemble des données accablantes sur ces dernières années. Des données qui prouvent que la réalité a non seulement rattrapé la fiction, mais qu'elle l'a largement dépassée. L'intérêt de ces sources, c'est de nous forcer à regarder en face la neurobiologie de notre propre attention. Alors, si on commence par la dimension sonore, les chiffres rapportés par Blox News font l'effet d'une vraie douche froide. Ah c'est radical. On a tellement l'habitude de pointer du doigt les écrans qui captent notre regard qu'on oublie totalement l'invasion auditive. Aujourd'hui, on compte 2,3 milliards d'utilisateurs d'écouteurs sans fil. 2,3 milliards? C'est colossal. Et la stat qui fige le sang, vraiment, c'est que 73% des jeunes adultes déclarent être physiquement incapables de se concentrer sur une tâche sans écouter de la musique, un podcast ou un bruit blanc. Incapable, ouais. Et en l'an 2000, c'était seulement 8%. Le silence pur est littéralement devenu un environnement hostile. Ce qui est passionnant ici, c'est que l'invention des fameux coquillages de Bradbury prend tout son sens. Les Seychelles, ouais. C'est ça, ces petits appareils auditifs. Il avait compris que ce flux audio continu deviendrait une nécessité absolue, une vraie béquille psychologique. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Pourquoi on en est arrivé là? En fait, il faut regarder la mécanique de notre cerveau. Quand on est dans le silence, notre cerveau active ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est quoi exactement ça, le mode par deux fois? C'est l'état dans lequel ton esprit vagabonde. C'est là que tu organises tes souvenirs, que tu confrontes des idées contradictoires et surtout que tu forges ton identité. Ah, donc c'est hyper important. Vital même. Mais le problème, c'est que cet état peut générer de l'anxiété ou de l'inconfort. Parce que ça nous force à l'introspection, c'est ça? On se retrouve seul avec soi-même? Exactement. Et le flux audio permanent, il permet de court-circuiter ce réseau. C'est une fuite. Donc en gros, c'est un peu comme si notre cerveau était devenu un moteur qui a besoin d'un carburant sonore permanent juste pour tourner au ralenti. Oui, très bonne analogie. C'est comme si on était incapable de supporter le vide d'une route silencieuse. Et sans ce bruit, le moteur cale.
Ou plutôt, on pourrait comparer ça aux muscles d'un astronaute en apesanteur. Ah ouais, l'atrophie musculaire. Voilà. Si on supprime toute la gravité, toute la résistance, et dans notre cas tout le silence, le muscle de l'attention s'atrophie purement et simplement. Parce qu'il n'a plus jamais besoin de soulever le moindre poids cognitif. C'est terrifiant. Et les conséquences médicales sont réelles. L'article cite une étude de Common Sense Media qui montre une réduction de 45% de la capacité de concentration chez les jeunes. 45% en moins? Ouais, Mais c'est énorme. c'est massif. En saturant les canaux auditifs de la sorte, on maintient le système nerveux dans un état de stimulation périphérique constante. Et ça, j'imagine que ça a des effets sur le comportement. Ça mime presque à la perfection les symptômes du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le fameux TDAH. D'accord, donc que le cerveau s'habitue à recevoir des stimuli de l'extérieur au lieu de devoir générer ses propres pensées de l'intérieur. C'est tout à fait ça. Mais du coup, si nos oreilles sont à ce point saturées et que ce muscle cognitif est atrophié, il est hyper logique que nos yeux cherchent eux aussi le chemin de la moindre résistance. La fameuse transition vers la vidéo courte. Exactement. C'est ce qui explique le grand effondrement de la lecture documenté dans nos sources. Tenez-vous bien, en 1980, un ado français lisait en moyenne 18 livres par an. 18 livres, ça paraît tellement loin. En 2025, on est tombé à 4, et pendant ce temps-là, le temps moyen passé sur les réseaux sociaux a grimpé à 4 heures et 25 minutes par jour. C'est ce qui représente une multiplication par 13 en 70 ans par rapport à l'ancienne consommation de la télé. Et le pire, c'est que 2026 marque officiellement l'année où la consommation de vidéos courtes a dépassé celle des formats longs. Sur TikTok, la durée moyenne de visionnage, c'est 6,4 secondes. 6,4 secondes. On est en plein dans le timing imaginé par Bradbury. Ouais, trop court pour élaborer une pensée, mais trop long pour n'être qu'un pur stimulus visuel. C'est ça. Ces parlors, ces fameux murs écrans de 1953, ce sont nos écrans OLED d'aujourd'hui et nos flux infinis sur Instagram ou YouTube Shorts. C'est ça. Et d'ailleurs, dans l'adaptation télévisée de son livre en 1966, Bradbury avait tenu à préciser une chose cruciale. Il fait dire à un personnage que ce ne sont pas les livres qu'on a brûlés, c'est simplement qu'on a tous signé pour arrêter de les lire. C'est fort. Mais là, attends, je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Est-ce que tout ça, c'est pas juste une énième panique morale face à un changement de support? Tu veux dire, comme à chaque nouvelle invention? Bah ouais. Je veux dire, Socrate se plaignait déjà amèrement de l'invention de l'écriture. Il était persuadé que ça allait détruire la mémoire humaine. C'est vrai qu'on sort souvent cet argument. Donc, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de passer du papier, qui est un support mort, au numérique, sans que la nature de l'information soit vraiment perdue? Si on relie ça à la situation globale et surtout aux données neurobiologiques, on voit bien que ce n'est pas du tout la même mécanique. Ah bon? C'est pas juste une évolution du support? Non, le problème, c'est la structure même de la pensée. L'écriture a externalisé la mémoire, certes, mais passer à des vidéos de 6 secondes, ça modifie la manière dont notre cerveau traite l'information. Comment ça? Lire un texte long en continu, ça nécessite ce qu'on appelle une attention exécutive. C'est un processus descendant, lent, qui exige un effort conscient pour relier des concepts, faire des hypothèses, exercer un esprit critique. D'accord, c'est un travail actif, quoi. Alors que la vidéo courte, ça fonctionne comment? À l'envers. Exactement à l'envers. Elle sollicite l'attention réflexe. C'est un processus ascendant, conçu purement pour réagir à des mouvements brusques, des couleurs saturées, des sons forts. Comme un système d'alerte, en fait. Voilà. Et en 6,4 secondes, le cerveau n'a matériellement pas le temps d'élaborer une pensée analytique complexe. Il a juste le temps de ressentir un truc. C'est ça, il réagit de manière épidermique, émotionnelle, juste pour recevoir sa microdose de dopamine. Donc on ne change pas juste de support, on détruit l'infrastructure mentale nécessaire à la réflexion profonde. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant ou terrifiant selon le point de vue. Comment une civilisation entière, comment on glisse vers ce vide cognitif de notre plein gré? Sans que personne ne descende dans la rue pour protester. Exactement. Et l'article de Black News met en lumière 4 stades très précis identifiés par Bradbury et qui collent parfaitement à notre chronologie récente. Le stade 1, c'est l'abondance de choix ou l'accélération. Qu'on peut situer entre 2000 et 2015 avec l'explosion de plateformes comme YouTube. C'est ça. Le produit long est remplacé par du consommable court. Mais pourquoi on a adhéré à ça? À cause de la fatigue décisionnelle. Face à des millions d'heures de contenu, le cerveau humain est complètement écrasé par le choix. D'accord, on bug un peu devant le catalogue. Voilà. Pour éviter l'effort de sélectionner un documentaire de 2 heures, qui va demander un gros investissement cognitif, le cerveau se rabat par défaut sur ce qui est le plus court et le plus gratifiant immédiatement. Ce qui nous amène logiquement au stade 2, l'intimité des appareils.
Ça, c'est la décennie 2010 à 2020. La miniaturisation à l'extrême. Ouais, l'écran, avant c'était une grosse télé dans le salon, là il rentre dans la poche avec les smartphones, puis direct dans l'oreille avec les AirPods. Les frontières physiques entre le monde réel et le monde numérique s'effacent complètement. Et une fois que ces frontières sautent, on glisse vers le stade 3 qui est le plus redoutable, l'algorithme prédictif. La période 2016 à 2024, en gros. L'ère TikTok et des flux infinis. C'est là que l'illusion du choix disparaît totalement, non? Exactement. Le système choisit pour l'utilisateur. Son seul but est de maximiser l'engagement, mais ce faisant, il annihile la réflexion. Mais pourquoi ça tue la réflexion à ce point? Parce que la pensée critique, elle naît de la friction. Le fait de chercher une info, de faire un choix, de se tromper, ou même de tolérer un contenu un peu lent ou ennuyeux, ça crée une friction utile. Ah, je vois. Et l'algorithme supprime cette friction? Il supprime 100% de la friction. Il devine tes pulsions avant même que tu en aies conscience. Du coup, tu n'as plus du tout besoin d'exercer ta volonté. Ce qui nous amène au stade actuel, le stade 4, qu'ils appellent l'ambient screen, ou l'écran d'ambiance, depuis 2024. L'écran n'est plus un outil qu'on décide de prendre ou de poser. C'est devenu notre environnement global, avec les Smart TV allumés en boucle, la 5G partout. C'est l'air qu'on respire en fait. Et ce qui est fou et insidieux, c'est qu'aucun de ces stades n'a été perçu comme une perte de liberté par le grand public. Ah bah non, au contraire, c'était vendu comme le progrès ultime. L'élimination de la friction a été célébrée comme un gain de confort massif, de la personnalisation sur mesure. Et ça soulève le paradoxe central de toute cette analyse, la fameuse erreur géniale de Ray Bradbury. L'histoire des pompiers, Voilà. Dans Fahrenheit 451, Bradbury s'est lourdement trompé sur un détail visuel majeur. Il pensait que des pompiers, payés par l'État, viendraient chez les gens pour brûler les livres au lance-flammes. c'est une image très forte mais factuellement fausse aujourd'hui. Bah oui. En 2026, aucune loi n'interdit de lire. Il n'y a pas de police secrète qui confisque les essais philosophiques dans nos bibliothèques. Et cela soulève une question fondamentale. La prédiction de Bradbury est terrifiante justement parce qu'elle s'est réalisée de manière totalement volontaire. C'est pas l'État qui a imposé la censure, c'est le marché, c'est ça. Et c'est le libre marché qui a fourni une alternative tellement irrésistible que la censure classique est devenue inutile. Et ça repose sur une donnée biologique implacable. Laquelle? Le cerveau humain, il représente environ 2% du poids de notre corps, mais il consomme 20% de son énergie totale. Ah ouais, c'est un gouffre énergétique. Penser, analyser, lire un long texte, ça coûte extrêmement cher en calories. Donc, au cours de l'évolution, notre cerveau a appris à économiser son énergie pour survivre. D'accord. Donc, si le marché nous propose des vidéos de 6 secondes qui nous donnent des énormes pics de dopamine sans demander aucun effort, Notre biologie va choisir la facilité. L'industrie de l'attention n'a fait que pirater notre mode d'économie d'énergie naturelle. l'article cite d'ailleurs une interview fascinante de Bradbury donnée au magazine Playboy en 1974. Une citation visionnaire. Il disait, et je cite, « L'esprit sain préfère les distractions à la pensée. Et si tu donnes au peuple du divertissement, tu n'as pas besoin de censure. C'est d'une lucidité effrayante. » Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui? En fin de compte, notre attention est une ressource finie, et notre biologie choisira toujours le plaisir immédiat au détriment de l'effort intellectuel. Ça confirme que la disparition de la culture de la réflexion, c'est pas un assassinat orchestré d'en haut. C'est quoi alors? C'est un suicide assisté par la commodité. En 2026, on en est au point où lire un livre dans un lieu public sans consulter son téléphone, c'est perçu comme exotique. Ouais, presque bizarre. Les jeunes qui refusent d'avoir un smartphone, on les voit pas comme des rebelles ou des libres penseurs, on les juge juste comme étant asociaux ou bizarres, oui. C'est la norme sociale qui s'est complètement inversée. Et pour résumer la leçon centrale de nos sources, l'effondrement de notre attention, c'est pas un bug de la technologie. Non, c'est son modèle d'affaires. C'est le but recherché. Bradbury avait compris, avec cette décennie d'avance, que le confort infini remplacerait la nécessité de brouiller le savoir. L'indifférence généralisée fait le travail de censure bien mieux qu'une dictature. C'est pour ça que j'invite quiconque nous écoute aujourd'hui à faire un petit test tout simple. Observez votre propre environnement. Quel genre de test? Essayez de voir combien de temps de vrai silence vous pouvez endurer sans sortir un téléphone de votre poche. Ou évaluez votre capacité à lire un texte long, allez, 3 ou 4 pages, sans ressentir ce besoin viscéral de vérifier une notification. C'est clair que ça pique quand on fait le test. C'est vraiment un appel à reprendre conscience de son propre espace mental, de retrouver cette friction dont on parlait. Et pour conclure, j'aimerais lancer une piste de réflexion inédite, qui prolonge un peu le sujet et qui donne le vertige.
Je t'écoute. Si on résume, la censure d'hier, c'était de cacher l'information. La censure d'aujourd'hui, c'est de la noyer sous un déluge de divertissement pour saturer notre attention. Jusque-là, on est d'accord. Mais que va-t-il se passer demain avec l'intelligence artificielle générative? Ah, vaste sujet. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un stade 5? Un stade où les IA ne se contenteront plus seulement de nous divertir avec des vidéos courtes, mais où elles vont littéralement penser, synthétiser et même ressentir des émotions complexes à notre place. C'est la suite logique de la suppression de l'effort, oui. Si la machine digère toute la complexité du monde pour nous livrer des opinions prêtes à consommer, ça rend non seulement la lecture obsolète, mais ça rend l'acte même de former une opinion personnelle totalement superflu. C'est terrifiant. On déléguerait notre libre arbitre cognitif? Exactement. C'est quelque chose à méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée profonde dans les rouages de notre attention. Et honnêtement, il n'y a peut-être pas de meilleur moment que maintenant pour laisser un peu de silence s'installer juste après l'arrêt de cet audio. Profitez du silence. À très vite!